c'est des avocats. Bel bonjour tout le monde, c'est Fanny Wa avec vous pour le comité 13 janvier. Nous sommes au parc de Tivoli à Fort-de-France en direction de... En fait, vous prenez la route de Balata ou vous prenez le bus numéro 22 pour arriver nous rejoindre aujourd'hui. Donc il y a eu un concours pour faire ce baptême de l'air. Il y a 16 places, donc 6 places ont été gagnées. Tout à l'heure, il y aura de nouveau les questions pour que vous puissiez gagner votre place dans le baptême de l'air offert par Jet Aviation Service. Alors Gabriel parle du comité 13 janvier. Je vous laisse écouter. On sera là jusqu'à ce soir, donc vous pouvez venir pour manger si vous avez de quoi vous restaurer. Il y a aussi une exposition. Vous pouvez apprendre à jouer de la Konlambi avec justement l'homme Konlambi. Il y aura une initiation belé avec le tambour. Donc venez nous rejoindre. Avocat rédigé. C'est pas moi. Alors, pour contrôler, m'a dit ça. Magali Bazot et à deux documents, bagay qui pipote à l'an, c'est ça qui a crié la garde à vue. Ça peut arriver à un pays qui connaît une répression à n'importe quel moment, en garde à vue. Mais c'est l'avocat qui m'a tué ça, qui a dit d'autres bagailles qui portent à l'an, éthique principalement, il faut que c'est eux qui disent la parole, et eux qui disent, c'est eux qui ont pensé. Face à la répression, conseil aux militants. Tous les militants politiques, syndicalistes ou combattants d'une cause doivent comprendre que nous sommes rentrés dans une phase répressive importante. Gendarmerie, police, tribunaux, tous mettent en œuvre la décision gouvernementale d'écraser la contestation, de la marginaliser, de faire peur et d'empêcher toute remise en cause de la présence française en Martinique. Donc, écraser, marginaliser, faire peur, empêcher toute remise en cause. Tenant compte de cela, il importe d'être prêt à devoir affronter la réalité de cette répression au travers de violences policières, de garde à vue, de procès et d'emprisonnement. Il importe de ne se faire aucune illusion lors de ces contacts forcés avec policiers, gendarmes et juges. Adam Rombatala, Pani Papa. Bien, merci. Les hommes de la répression n'ont aucun état d'âme à se comporter comme ils le font. Ils ne sont que les exécuteurs de la répression. Ils sont formés, payés pour cela. Oh, bah non, t-shirt. Bah non, t-shirt. Oh, Maï, si je ne paie pas les Nous sommes au parc de Tivoli. Vous pouvez venir nous rejoindre ce soir. Il y a vous ne devez pas une animation. Vous surestimer en pensant qu'en discutant avec ces individus, vous pouvez les convaincre et les amadouer.
vous ne devez pas leur faire confiance, car le mensonge et la manipulation sont leurs manières d'agir. Bon, mis à présent, il pipote alors. En cas de contrôle d'identité, situation où vous n'avez pas sur vous un papier d'identité qui, officiellement, n'est pas obligatoire. Retiens ça. C'est pas moi qui dis. C'est l'avocat qui a bien métier. Normalement, la police peut vous amener au poste et vous garder au maximum 4 heures. C'est Babylone là, vous pouvez mener traîner la police, B, conserver, regardez ça, vous autres, vous savez, 4 temps. Néanmoins, par la suite, on peut vous mettre en garde à vue. Alors, ce travail en signification du garde à vue là. Être placé en garde à vue signifie être isolé et privé de tout contact avec l'extérieur, à l'exception d'un avocat si vous en désignez un. Il dit si vous désignez un, mais si vous pas désigné, c'est pour là qu'a désigné un. Ni ça, ni des avocats qui de garde et qui là pour remplacer les autres. Tout ça, c'est des bails qu'on ne peut pas voter en manière plus d'autres. Alors, on doit vous notifier la raison de la garde à vue. Si vous en garde à vue, vous pour dire pour qui ça, on doit notifier. Normalement, cela doit être marqué sur un document d'un procès verbal. Dans la procédure garde à vue. Alors, retiens ça, il est obligé, là où on garde à vue, proposer en visite médicale. Il est obligé, ça dans la loi, si on détourne ça, c'est grave. On doit vous proposer une visite médicale. Je vous propose de donner accès à un avocat. Avoir accès à un avocat. Ça est obligé aussi. Accepter quand on prévienne famille quand on en garde à vue. Et ou bien employeur. Alors, avocat qui a mentionné ça, je sais que doit sommeil qui a bougé vite. Alors, il a mentionné, normalement, cela doit être marqué. Non, ces deux derniers, ça m'a fini d'hier, peuvent être suspendus provisoirement. C'est grave, parce qu'il existait avant, à présent. Il a mentionné ça. Or, il faut donner ses noms, prénoms et demander l'aide d'un avocat et voir un médecin. Alors, ça porte alors. Ça vous a dit que ça peut arriver n'importe qui l'est pour unir en tête nos avocats et médecins et qui qu'on va faire confiance. Mais, comme nous expliquons là, au niveau de ces boucles-là, pour tirer, et ces boucles-là qui a dirigé là,
yo pour trouver un avocat et un docteur aussi. Alors, on ne peut vous interroger avant que l'avocat ne vienne. Et celui-ci a 2 heures pour arriver. 2 heures. Quand il arrive, vous avez le droit de vous entretenir avec lui 30 minutes. 30 minutes. Même si c'est illégal, ça vaut qu'à remettre ça, l'entretien avec l'avocat est écouté par les policiers ou gendarmes. Même si c'est illégal. Lors de l'audition, refusez d'engager tout dialogue. Or, il est avocat, il y a toute panique, même position. Mais au niveau du 4-13, nous avons un avocat Jock et qui a aidé nous, qui est très favorable à ce que laisser Babylone la carité de garder silence là. En faisant jouer son droit au silence, en ne disant qu'à mettre en gros caractère absolument rien. Alors, avocat a dit, Pouchi, il ne faut pas parler, il faut garder silence là. En parlant, même sur ce qui peut apparaître des détails, vos relations, vos participations à des réunions, votre téléphonie, on peut se mettre en danger ou mettre d'autres en danger ou permettre aux enquêteurs de monter des organigrammes, le plus souvent totalement absurdes. L'objectif de ceux qui interrogent, c'est d'obtenir des informations. La provocation est une de leurs armes. Face au silence, on va vous reprocher de ne pas être courageux, de ne pas assumer vos idées. Une des techniques est aussi de faire peur, ouais, et de menacer vos proches, de vous dire que vous irez en prison, qu'on ira visiter chez vous, etc. N'oubliez jamais que les enquêteurs ont un dossier et que vous n'avez aucune idée de ce qu'il contient. Beaucoup plus vidéo. Le dialogue est donc par nature illégal. C'est pour ça qu'on a conseillé silence là. Si on détient un portable, l'éteindre tout de suite. Ne pas essayer de téléphoner à quelqu'un et refuser de le remettre ou de donner le code. Si vous pouvez supprimer la mémoire, n'hésitez pas. Avant chaque audition, vous pouvez vous entretenir à nouveau avec votre avocat. Alors, si vous prolongez, garde la vue là. Garde la vue classique, c'est 24 heures. Bon, mais là, ils ont inventé, ils ont dit que ils ont fait drogue, ils ont fait terrorisme et tout. Donc, ça, vous pouvez pas prolonger. Vous pouvez mettre 48 heures, mais bah, là, quand il évolue et tout, délai, vous pouvez attendre qu'après 48 heures. Mais moyennement, c'est 24 heures. Il a dommage. 48. Cet entretien peut se faire
sans la présence de votre avocat. Là aussi, gardez le silence. Aucune raison de faire confiance à cette personne. Alors, il y a des camarades qui vivent, ça me dit là. Refusez prélèvement ADN. Photo, refusez. Empreinte digitale. Alors, si camarades là, ils vivent ça, on peut vous poursuivre pour cela. Mais l'avocat a bien expliqué que vous là pour faire provocation, mais vous pouvez refuser. Prélèvement ADN, photo, empreinte digitale. Refuser de décoder un téléphone peut aussi faire l'objet de poursuites pénales. Raison de plus pour ne répondre ni oui, ni non à ces demandes. Alors, il y a un conseil qui doit empiéter. Refuser de signer quoi que ce soit. C'est plus simple. Si vous vous lancez dans un tri de ce que vous avez dit et de ce qui a été repris par les flics, vous ne vous en sortirez pas. Refusez de signer. Alors, après, garde à vue, ça qui s'est passé. Alors, c'est avocat, ça va être officiel là. Après la garde à vue, vous pouvez être amené au palais de justice où vous verrez un procureur. Nous vivons ça et puis c'est dernier, bon, ben là, il dit qu'il était là. Et serait peut-être amené ou devant un tribunal pour être jugé. Bon, pour le combat. Là, on va juger là même. Qui manière va trouver ça en droit? Comparution immédiate. Immédiate. Tout le monde connaît ça. Être jugé en comparution immédiate ou un juge d'instruction ou un juge. Alors, Richenda, c'est parmi les plus mauvais, un juge de la détention, si vous êtes convoqué par la suite. À ce stade, votre avocat a le dossier. Vous pouvez concevoir une stratégie de défense. Il reste qu'il ne faut rien décider sous pression. En fonction chez les mineurs, ça vous pas à songer. Si vous êtes un mineur, vos parents doivent être prévenus. Nous lisons des textes ça. C'est le même processus, sauf que vos auditions doivent être obligatoirement filmées. Ce devrait être le cas de soupçon de commission d'un crime. Pour le reste, c'est assez identique. L'option de l'emprisonnement n'est pas à exclure dans la situation politique actuelle. L'emprisonnement, c'est une autre étape qui nécessite vigilance du prisonnier politique et solidarité des militants qui sont restés dehors. Le prisonnier politique doit ressentir dans sa prison qu'il est partie prenante d'un combat commun. Bon, c'est ça qui a passé et puis c'est là. Donc, moi, je rappeler que moi, simplement pour ça, clair, et au 13, nous clair vis-à-vis du peuple là, moi, c'est un ancien professeur de droit, à une association, moi, je manier dossier à l'évier, mais moi, pas avocat. Moi, je fréquenté avocat, donc c'est un avocat qui fait ça par nous, et
signé petit balbutiement, mon pote, pas particulièrement, ni quand tu peux faire comme de procédure pénale, code pénal. On a parlé en chaîne, tout le monde a, comme ça m'a dit, à présent, par là d'encore, des camarades qui ont vu de répression, qui débaillent des petits détails plus pimentés, ou bien, si j'ai des questions et si j'ai l'approfondissement, bon, ça va tellement intéressant, mais là, on te lit, on pense à l'article là, article 43, etc. et tout, loupé. Et si j'ai pris des questions juridiques, donc générales, bon, là, on va faire beaucoup de droit, quand même, nous, quand on a un débat, on est le droit en général. Mais, nous ne pas les faire bagaille. À limite, tout ça que nous avons dit, on dit contrôler par des camarades qui vivent là, ou bien par ces documents. Merci à ça. On peut intervenir, Gabriel. Oui. Oui. Oui, alors spécialiste des gardes à vue. Je fais des gardes à vue depuis, en fait, Fanny, moi, je fais des gardes à vue depuis 2017. La première garde à vue, c'était suite à la place de débarquement de Christophe Colomb qui se trouve au Carbet. Donc, le maire du Carbet a porté plainte contre moi, M. Ecanville, pour dégradation de biens d'utilité publique. Et ensuite, donc, il y a eu une audition à la gendarmerie du Saint-Esprit. Et lorsqu'il y a, Maître Moutouka, c'est mon avocat. Et une fois que j'étais en garde à vue, non, je n'étais pas encore en garde à vue, une fois que l'audition était finie, Madame Chaffonchon, c'est une gendarmette, voulait me faire la prise d'empreinte. Donc, Maître Moutouka, avec moi, j'ai dit non. Et Maître Moutouka a expliqué à cette gendarmette-là que la procédure n'est pas convenable parce qu'on ne peut pas me demander, une fois que l'audition est finie et qu'on allait me libérer, on ne pouvait pas me demander les empreintes. Et donc, lorsque j'ai entendu Maître Moutouka dire ça, donc les gendarmes, alors qu'ils me tenaient pour me mettre en garde à vue, alors lorsque j'ai entendu Maître Moutouka dire ça, j'ai glissé. C'est-à-dire, je me suis détachée des gendarmes et je suis sortie. Et heureusement, je suis tombée sur les militants qui étaient en train de faire du tambour, qui ont pu accéder à l'établissement. Et donc, je suis tombée en face des militants qui faisaient du tambour. Alors, comme les gendarmes étaient face aux militants qui faisaient du tambour, et puis moi qui étais là, ils ne voulaient pas me tenir pour me remettre pour me mettre en garde à vue. Donc, c'est comme ça que j'ai évité la garde à vue ce jour-là. Voilà, mais la procédure de me mettre en garde à vue n'était pas correcte parce que tout était déjà fini. Il fallait, le procureur avait dit qu'il me mettait juste une, comment on appelle ça, c'est-à-dire que... Un rappel à la loi. Un rappel à la loi, exactement. Donc juste un rappel à la loi. Ça veut dire que c'est pas bien ce que j'ai fait là. Voilà, si je recommence, par contre, là, je risque d'avoir des problèmes par la suite. Donc, mais une fois chez moi, donc quelques temps après, ces gendarmes du Saint-Esprit me cherchaient chez moi pour me donner une convocation pour pouvoir refus de se soumettre aux signalétiques, empreintes, tout ça, etc., photos, etc. Et puis, mais les gendarmes ne trouvaient pas chez moi. Donc la gendarmette m'appelle et puis elle me dit, où est chez moi? Qu'elle est dans la cité, qu'elle cherche dans les boîtes aux lettres, mais ce n'est pas toutes les boîtes aux lettres qui ont les noms. Donc, vous savez, bon, une mère de famille de 5 enfants, donc c'est systématiquement dans un HLM qu'elle doit vivre. Donc, étant donné que je n'habite pas dans un HLM, dans une maison individuelle, alors je leur ai dit, continuez à chercher dans les boîtes aux lettres. Et puis, donc, j'ai appelé Maître Moutouka. Maître Moutouka m'a dit de partir pour le moment de chez moi. Ils vont m'envoyer la convocation par accusé réception.
Et donc, ce que je fais aussi, qui énerve les gendarmes, c'est-à-dire que le courrier avec accusé réception, je prends toujours au 14e ou au 15e jour. Et effectivement, donc j'ai pris très tardivement la convocation, mais ils m'ont convoqué dans les 15 jours, alors qu'on a 15 jours pour pouvoir prendre l'accusé réception. Eux, ils étaient pressés de me convoquer. Donc ils m'ont convoqué alors que les 15 jours n'étaient pas échoués. Donc ils m'appellent, ils me disent oui, vous aviez rendez-vous, vous n'êtes pas venu. Je dis mais je n'ai pas récupéré, je n'ai pas de convocation. Ils ont dit oui, ils ont vu qu'effectivement je n'ai pas récupéré la convocation. Donc ça a fait que ça a tardé avant que je sois réellement convoquée pour la plainte qui est prise pour moi pour refus de se soumettre au signalétique. Et puis j'ai été convoquée finalement pour Ducos. Et lorsque je suis allée à Ducos, ben, j'étais comme si ça n'avait rien à voir avec les statues, avec les monuments. Donc j'ai dit à mes camarades que je suis convoquée, mais c'est pas la peine de se mobiliser puisque c'est moi qui ai refusé la signalétique. Voilà. Je suis venue avec mes 2 filles qui étaient plus jeunes. Et puis je me suis retrouvée face, il y avait maintenant tout cas, je me suis retrouvée face avec une quantité de gendarmes armés, les gants, les grosses bottes, gilets pare-balles, tout ça, etc. Donc ils pensaient que les manifestants, les militants seraient venus là, mais bon, comme c'était moi qui avais refusé quelque chose de moi-même, donc j'étais appelée militant. Et puis donc j'ai été auditionnée par Madame Chafonchon. Et c'était au moment où Hervé Pinto faisait la grève de la faim. Donc j'ai été auditionnée et puis il fallait corriger le PV, l'audition, tout ça, etc. Et puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à mes contacts qu'il pouvait y aller parce qu'il devait signer une motion par rapport à Hervé Pinto qui voulait arrêter la grève de la faim. Donc il m'a dit, bon, comme c'est juste pour corriger, il dit c'est pas la peine de rester, je vais juste corriger. Je lui ai dit que le contacts m'a dit de ne pas signer. Et je lui ai dit, mais où est le PV? Elle m'a dit qu'il y a un problème d'imprimante. Je lui ai dit, il y a un problème d'imprimante pour le PV, mais il n'y a pas de problème d'imprimante pour la convocation. Alors je dis, il y a un tout petit, lorsqu'on a notre convocation, c'est marqué tout en bas, je pars. Et puis la gendarmerie m'a fait m'arrêter. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc je leur demandais pourquoi ils m'arrêtent. Et puis, moi je leur ai dit de... donc ils m'ont fait me lâcher un moment, je descends les escaliers et les autres gendarmes en bas m'arrêtent. Donc c'est là que je me suis dit aussi que ça ne sert à rien parce que en fait de parler avec ces gens-là. Je me suis arrêtée, puis j'ai fait le corps mort, ils ont eu du mal à me mettre en garde à vue et tout. Donc mes 2 filles étaient mises dans une petite salle. Voilà, et puis donc c'est ma première garde à vue. Donc c'est dans une salle fermée avec des vitres à carreaux, des carreaux en haut en général. Il y a une sorte de lit en béton, parce que c'est pas tout le monde qui a fait le garde à vue, donc il y a une sorte de lit en béton avec soit un petit matelas mousse, et puis on voit que tous ceux qui sont passés avant nous mettent des inscriptions sur les murs. Donc la fouille s'est faite, donc on vous fouille. Donc comme je suis une femme, c'est une femme qui doit fouiller les femmes. Et puis bon, moi je ne les ai pas laissés, je ne leur ai pas facilité la tâche. Je ne leur laisse jamais la tâche facile, mais jamais au grand jamais. Et puis j'ai demandé un avocat, un appel, et puis un médecin. Mais je n'ai pas demandé Maître Moutouka parce que Maître Moutouka était déjà occupé. Donc j'ai demandé Maître Germani à l'époque. Et puis, à chaque fois qu'ils venaient, lorsqu'ils ont fait la fouille, ils m'ont malmené. Il y a un qui m'a propulsé sur le mur. Heureusement que j'avais mis ma main entre le mur et mon visage, parce que sinon j'aurais eu beaucoup plus de dégâts. Donc lorsque je suis sortie de la garde à vue, j'avais mal partout. Donc ils ne frappent pas, ils appuient sur votre corps. Ils vous purgent, ils vous pincent, ils appuient fort sur votre corps. Ça vous donne des bleus de partout. Mais ils ne vous frappent pas, donner une claque, donner un coup de poing comme ça, etc. Voilà. Mais ils donnent des coups subtilement, d'une manière très vicieuse. Quoi. Et donc, comme je réclamais les droits, et puis un des leurs a dit qu'on n'est pas en Amérique,
Donc eh ben, je suis montée sur la banquette, la porte était en face. Donc je prenais de l'élan et puis je donnais des coups de pied à la porte. Il y a un verrou qui est tombé. Et puis donc pour me reposer le dos, donc je me suis mise à terre, puis je cognais sur la porte en demandant de faire appliquer mes droits. Donc au bout de 4 heures de temps, ils m'ont libérée, mais j'étais dans un mauvais état, très mauvais état, avec mes filles, et puis quelqu'un est venu chercher mes filles, et puis moi je suis allée aux urgences, porter plainte, j'ai eu plus de 3 jours tétés, tout ça, etc. J'ai porté plainte. Et donc toutes les fois où j'ai fait des gardes à vue, toutes les fois où j'ai porté plainte, toutes les fois où j'ai pris des coups, etc., jamais, aucune plainte n'a jamais abouti. Tout ont été classés, donc voilà. Et effectivement, lorsque j'ai été jugée le 21 mai 2019, je me suis rendu compte qu'on a beau parler lors du procès verbal, donc lorsque ceux qui disent, les avocats, c'est vrai, on a beau répondre aux questions, tout ça, etc. On a beau préparer notre défense clairement, démontrer que ceux qui disent c'est faux. On a dit donc j'ai eu 4 plaintes contre moi. Donc dégradation, refus de se soumettre. Alors le jour où j'étais mise en garde à vue, on a dit que j'ai agressé un gendarme, M. Van Kreinest. Et puis la gendarmette qui a dit que je lui ai fait un outrage, Madame Chafonchon. J'ai démontré clairement au tribunal que Madame Chafonchon, elle est mariée à M. Van Kreinest. Ce M. Van Kreinest, c'est lui qui a dit que je l'ai agressé. Je suis allée fouiller sur Facebook, parce que toute leur vie est là. J'ai tout lu, j'ai fait des nuits blanches, j'ai fait des captures d'écran. Je suis allée montrer toutes les preuves que c'est le couple qui est là. Ils ont 2 enfants, ils vivent ensemble, etc., etc. Alors, elle prend son nom de jeune fille, elle dit qu'elle habite au Saint-Esprit. Il prend son, bien sûr, son nom de famille, Van Kreinest, il dit qu'il habite à Ducos. Donc, ils font comme s'ils ne se connaissent pas. Mais j'ai démontré ça clairement au tribunal, mais on m'a condamné pour les 3. Pour l'outrage à la personne dépositaire de l'autorité, et elle a dit que j'étais raciste. C'est le seul que j'ai gagné, parce que j'ai démontré que ma mère est blanche, ma mère est française, voilà. Que je ne veux pas être raciste, je n'aurais pas pu le faire. Et de toute façon, un outrage doit être fait en privé. Donc elle a dit que je lui ai fait un doigt d'honneur lors du tour cycliste. Donc ce que j'ai vécu là, c'est la même chose qu'a vécu Nicolas Namic, qui avait fait la grève de la faim en 2009, à partir du 9 septembre 2009, qui avait fait la grève de la faim, qui avait fait face aussi à des policiers véreux, qui se concertaient, qui montaient un dossier sans queue ni tête, qui n'avait pas de sens. Et lorsqu'on voit le dossier, on voit très bien où sont les erreurs, hein. On voit très bien où ça ne va pas. Mais les juges, on a beau montrer la logique que tiens, il dit ça dans ce procès verbal, mais ils se contredisent là, et ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Donc toutes les convocations que j'ai eues depuis, c'est pour ça que c'est la seule fois où je suis allée au tribunal, parce que depuis, je ne vais plus aux convocations, on me donne des contraventions. Là, on veut me saisir mon compte bancaire, plus de 5 000 € pour toutes ces contraventions, mais ça ne sert à rien. Effectivement, il le disait au tout départ, Gabriel, lorsqu'il a lu le texte des avocats, ça ne sert à rien de se défendre, parce que de toute façon, c'est condamné qui nous condamne. Et lorsque j'ai entendu ce qui est écrit sur ce texte-là, comment on peut nous dire qu'on refuse de se soumettre au signalétique, surtout lorsqu'on a décidé de garder le silence. Lorsqu'on dit qu'on garde le silence, on garde le silence. Donc lorsqu'on nous a dit, mais oui, mais on a refusé de se soumettre au signalétique, on n'a pas refusé de se soumettre au signalétique, puisqu'on a gardé le silence. Lorsqu'on garde le silence, on ne peut pas dire, je refuse les photos, tout ça, etc. Mais on nous le fait quand même. Voilà, on garde le silence, mais on nous condamne parce qu'on a refusé, mais c'est eux qui ont estimé, en fait, qui ont dit qu'on a refusé. On n'a pas refusé, on a gardé le silence. Donc j'ai fait mettre garde à vue, mais en fait, les coups, ça passe.
ça passe, la douleur, ça passe, on va à l'hôpital. Mais je tiens tête, je baisse pas les bras devant eux, et puis voilà. Mais oui, ça ne sert à rien de passer au tribunal, de discuter, ça ne sert à rien. Parce qu'eux-mêmes ne respectent pas la loi. Donc voilà ce que je voulais dire. La dernière garde à vue, c'était le 7 février. J'étais en garde à vue le 18 juillet 2021. Un jeune homme qui se faisait arrêter, voilà, avec Yannick Boibeau, encore une fois. Un jeune homme qui faisait de la pétanque, qui sortait de la pétanque, avec des boules de pétanque, il était habillé en blanc. Voilà. Il allait s'acheter une boisson avant d'entrer chez lui avant le couvre-feu. Et moi j'étais là en train de filmer. Et puis j'entends, ah tu fais chier, ferme ta gueule, etc. Et puis je vois que des policiers sont en train de tenir le jeune homme par le collet. Donc j'ai voulu filmer. Et puis, mais j'ai filmé dans le mauvais sens. Je suis entrée dans la voiture. J'ai filmé, je me suis mis en direct. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu le mon direct. Yannick Boibeau trouve trois coups là dans mon coffre. Voilà, puis, mais en fait, il a outrepassé le droit, parce qu'il n'avait pas le droit de fouiller de toute façon ma voiture. Je lui ai dit pourquoi il m'arrête, il n'a pas de réponse. Il m'invente article 272, un truc comme ça, ou 278, j'ai oublié. Voilà, donc, et puis il fouille la voiture, mais à demi. Et Yannick Boibeau, effectivement, je ne peux pas appeler cet homme-là un policier, parce que ce n'est pas une fonction d'un policier de tout le temps enfreindre les lois. Et puis effectivement, Christian le Gilet jaune, concernant justement le code secret, tout ça, etc., il a été condamné lourdement parce qu'il n'a pas voulu donner son code. Donc, quel que soit, tous les membres du comité 13 janvier, tous les militants qui ont été arrêtés connaissent qu'ils ne respecteront pas la loi parce qu'on est dans nos droits, mais ça les gêne de faire appliquer la loi, que ce soit le plan d'école, les réparations, les sargasses, tout ça, etc. Ce sont aussi des répressions. Et d'ailleurs, j'ai fait un film, génocide programmé, répression systémique, qui sera diffusé avec le comité 13 janvier. Donc voilà, je voulais dire ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres camarades qui vivent en situation de garde à vue? Parce qu'on les a fait là, tout. Voilà. Justice, tellement à dire. Est-ce qu'un camarade qui les font remonter? Oui? Félix Jean-François. Oui. Bonjour. Une garde à vue, j'en ai connu une. C'était en avril 2000. Donc c'était assez particulier. Donc j'ai vu un escadron de police arriver avec la gendarmerie sur mon lieu de travail. À l'époque, j'étais dans une procédure de redressement, pour ceux qui connaissent, et je n'avais aucun problème puisque j'étais dans ce qu'on appelle un plan de continuation, c'est-à-dire que le redressement avait été arrêté et j'étais en plan de continuation. Et je vois un huissier arriver et cet huissier, il me dit qu'il y a une décision de justice, ils sont venus fermer l'entreprise. Alors je lui dis c'est quand même bizarre parce que je suis en plan de continuation, on ne peut pas avoir, c'est impossible monsieur. Alors je lui ai demandé, bien sûr ça a créé un attroupement, comme c'était à l'aéroport, donc beaucoup de gens se sont rassemblés. Et voilà, dans le hall de la mini-aérogare, j'ai demandé à l'huissier, est-ce qu'il peut me donner ce qu'on appelle un titre exécutoire, c'est-à-dire une décision d'un juge qui, voilà, qui lui donnait ordre en fin de faire. Et c'est comme a dit notre ami, c'est vraiment des techniques. Et aujourd'hui, je peux en témoigner, donc il n'avait aucun document, puisque j'ai à plusieurs reprises demandé à cet huissier de me donner la décision, parce que je savais que j'étais en plan de continuation, c'est impossible. C'était impossible qu'il puisse venir. Mais comme il y avait la police et les gendarmes, donc il fallait qu'il fasse exécuter ce qu'on lui avait demandé de faire. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que quand l'huissier, à plusieurs reprises, parce que j'ai dû lui poser au moins 5, 6, 7, 8, 10 fois la question, les gendarmes qui étaient là
un capitaine, il a pris son sifflet et il a rappelé les gendarmes. Et les gendarmes sont repartis. Par contre, la police est restée. Et le gendarme, il a très bien compris qu'il y avait un problème, puisque l'huissier, vous savez, ils viennent avec un petit dossier comme ça sous le bras. Et il n'y avait rien. Il a dit décision de justice. Les gendarmes sont partis, la brigade des transports aériens. Et lui et la police, ils sont restés. Et il y a eu des... C'est monté en pression. Et puis, tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est me tenir par les bras, les pieds, et puis me mettre dans une voiture de police. Ils m'ont ramené à l'aéroport. Ils m'ont fait passer dans le hall passager, me note. Voilà. Donc tout le monde était un peu sidéré à l'aéroport. Et ils m'ont mis en garde à vue. Donc j'ai pas eu droit à mon avocat parce que je n'arrivais pas, enfin, les membres de ma famille n'arrivaient pas à joindre mon avocat de l'époque. J'ai dormi une nuit là-bas, ils m'ont fait retirer, ouais, ils m'ont mis en slip carrément, voilà, ils m'ont mis, voilà, et puis j'étais là dans la salle, ils m'ont ramené un petit sandwich, et puis mon épouse n'arrivait pas à joindre mon avocat. Et c'est de là que était intervenu le lendemain, c'est-à-dire que j'ai dormi, j'ai passé l'après-midi, la nuit, la matinée, et vers 13h, Madame Claude Disvan, puisque mon épouse affolée n'arrivant pas à joindre mon avocat, a été voir Maître Claude Disvan, et Madame Disvan est venue, et elle a demandé au commandant de police, oui, sur quelle base que j'avais été mise en garde à vue. Et puis là, à la seconde, il y a eu un malaise et voilà, de la part des policiers, et on m'a fait sortir tout de suite, et Maître Disvan a dit qu'elle ne comprend pas parce que bon, sur quelle base légale que j'avais été mis en garde à vue. Donc voilà ce que j'ai vécu à l'époque quand on parle de garde à vue. Donc ce sont des techniques et c'était très particulier, voilà. Et après, voilà, c'est comme ça qu'ils ont fermé l'entreprise. C'est-à-dire que, voilà, sans document, sans rien du tout, ce qui m'a valu les 23 ans de procédure que vous connaissez sur le dossier Jet Aviation Service. Voilà, merci. Sur la garde à vue. Oui, nous parlons trop long puisque les AHAO, et puis une question précision à technicité, et puis que vaut mieux que nous directement des camarades avocats, mais il y a un bail qui arrive, il faut respecter la technicité avocat. Mais il faut dire tout le monde, et Félix c'est un exemple, comme monde qui n'a pas de problème avec la justice, permettez qu'on suivre le dossier, acheter le livre, document et transformer avocat. Moi, je suis témoin à mon soutien Félix devant le tribunal de commerce. C'est l'avocat qui a fait Riban. Moi, ouais, monsieur, transformer l'école en défenseur du propre cause. Et doit tomber parce qu'il était cabéché, il était étudié. On a dit parce que nous sommes mathématiciens, c'est le monde qui joue, qui est intelligent, qui est capable. Il faut que vous ne pas comprendre que vous êtes tous venus, grands magistrats, grands avocats, mais il ne faut pas ni complexe non plus de comprendre que vous êtes papé, étudier droit, calculer les droits, et puis connaître un lobby juridique. Et ça pas talent. Ça pas talent et que le peuple là, mettez quoi qui a étudié droit. Alors, nous pouvons prendre en dernière intervention, sinon, nous pas lever là. Après. Alors, nous pas remercier les camarades, changer les affaires docteur, les affaires avocat, et puis au pas faire n'importe qui ça, et puis ni des petits détails, sous pas parler de l'autre là, il faut que on interprète dans le bail. Donc, merci en chai, le 4-13 qui prend responsabilité, il prend acte. Quand c'est avocat à partir là, mais nous n'y pas avocat,
et nous prenons en chaque précaution. Merci en chaque. Et donc, à la demande des camarades militants, juste pour vous dire que ma situation actuelle, aujourd'hui, après 23 ans, c'est que on s'est vraiment battu. Je dis on, c'est-à-dire qu'il y a eu des avocats qui m'ont assisté dans la procédure. Et à un moment, on a dû basculer avec des associations. Et je voudrais dire que c'est très efficace d'avoir des associations qui puissent vous épauler, qui soient solidaires de votre cause, et que ça change vraiment les données par rapport à certains magistrats. Parce qu'on vous dit que les magistrats sont là pour juger au nom du peuple, et puis il y a des procédures, mais il y a vraiment une technicité de la part des magistrats. C'est une technique qu'il faut connaître. On appelle ça détourner la procédure de son objectif principal. C'est-à-dire que vous avez dû entendre ce qu'on appelle les renvois successifs. Ce sont des techniques qui sont mises en place, c'est vrai, par des avocats, certains, je dis bien certains, on a besoin d'avocats. Parce que bon, je ne peux pas cracher sur les avocats, c'est pas possible. Non, pas du tout, je ne crache pas sur les avocats, puisque le métier d'avocat, vous faites un serment, l'avocat fait un serment, c'est de défendre les intérêts de son client. Et à partir du moment où l'avocat accepte de défendre votre cause, dès que vous avez payé, c'est-à-dire que lui, voilà, il enclenche une procédure. Et donc il y a certains avocats et puis certains magistrats aussi qui sont spécialistes de ce genre de procédure. J'ai vécu ça, mais j'ai quand même réussi à déjouer leur plan. J'ai même utilisé des huissiers de justice, parce qu'il y a quand même des huissiers de justice, et vous savez que l'huissier, c'est pas que venir chez nous pour, c'est-à-dire fermer nos entreprises, ou moi j'ai vécu ça, vous savez, les parents à l'époque, quand il y avait un problème, bon, un huissier arrive, c'est un peu la honte, parce que vous n'avez pas payé des factures, et on se cache, etc., etc. Mais il y a un autre travail que l'huissier peut faire, c'est de vous aider à faire avancer vos procédures. Et j'ai dû même, justement, à certains moments, faire signifier des, comment dirais-je, des écritures à certains magistrats à la cour d'appel, parce que il y avait une technique, bon, c'est une réalité, des fois ils menacent les avocats, il y a certains magistrats qui menacent. J'ai vu une magistrate, elle n'était pas très sympa, cette dame. Et quand elle est partie, j'ai même été à l'aéroport pour lui offrir un bouquet de fleurs, et puis elle me regarde, j'ai dit oui, c'est parce que vous partez aujourd'hui, et bon voyage madame, parce que vraiment vous n'avez pas fait... Ah oui, j'ai fait ça pour 2 ou 3 personnes, parce qu'il faut oser, parce qu'il y a vraiment des magistrats et cette dame, je vais vous dire pourquoi j'ai fait ça, parce qu'il y a une dame aujourd'hui qui est internée, elle est à Mangovulsin. C'est une dame, voilà, qui a acheté une maison. Elle a été dans son plein droit, et je l'ai connue à cette époque, vers 2000, enfin 2001. Et cette dame, elle est venue à la barre du tribunal, à la cour d'appel, et elle défendait sa cause. Et elle était vraiment dans son droit le plus absolu. Je l'observais, et on se rencontrait souvent au tribunal, à la cour d'appel, à Mont-Tartonson. Je ne garde pas de bons souvenirs de cette cour, parce que c'était vraiment un endroit horrible. Et j'ai vu à un moment cette dame, on était tous assis, elle était à la barre du tribunal, et elle a fait pipi sur elle en pleine... Et puis la magistrate était en train de s'amuser, était en train de sourire, parce que je me suis dit, c'est pas possible. Elle ne peut pas rire, parce que bon, c'est grave ce qui se passe. Et bien cette dame, et je vais vous dire ce qui s'est encore passé dans le dossier de cette dame, ce sont des témoignages. Cette dame, un jour, j'ai un cousin qui vient me voir et me dit, oui, tu sais, je suis sur une affaire de maison, écoute, ah ouais, c'est une affaire et tout, je monte, et puis je lui ai dit, ouais, c'est où? Et puis il m'a donné le nom, et je lui ai dit non, on n'y va pas, parce que cette dame, elle a vraiment, c'est sa maison, elle a payé, c'était une affaire de banque et tout, et mon cousin, il a quand même été, et ce qui s'est passé, il y avait un gros panneau, vente aux enchères tel jour, et puis la dame, enfin, les huissiers sont venus, tout le monde se rassemblait, elle était au premier étage de sa maison. Et puis, elle a sorti 1, 2, 3 bidons de gaz. Et puis, elle leur a dit aux gens, si vous montez, on part tous ensemble.
Et c'est sa voisine qui m'a appelé, qui m'a dit, oui, est-ce que tu peux venir tout de suite parce qu'il y a un problème. Alors j'ai dû laisser l'aéroport, je suis venu sur place et écoutez, cette vente a été annulée. Je ne sais pas si la vente a été annulée, en tout cas l'huissier n'a pas continué parce que c'était pas légal et cette dame, ça fait des années qu'elle se bat, je vous explique pourquoi. Elle a un terrain où elle a construit sa maison et puis elle a un autre terrain, il y a des gens qui ont squatté son terrain, qui sont sur son terrain, qui ont construit une maison et puis ces gens harcèlent la dame, elle a 83 ans aujourd'hui et on a tout fait auprès de la justice pour qu'on puisse lui apporter. Mais aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, j'ai su qu'on l'a fait interner. Pourquoi? Parce qu'elle défend ses droits. Voilà comment ça se passe. Et je peux même vous dire, je vous donne le nom du magistrat, parce que bon, il faut quand même qu'on assume nos responsabilités, il faut que les magistrats assument les leurs. J'ai un magistrat du nom de M. Claude Bélanger, je donne son nom, parce que je lui ai dit que ça avait été vos parents, vous auriez accepté cela. Un jour, il est venu à l'aéroport, il a garé sa voiture juste devant le petit aéroport, parce qu'il est pilote, il fait du vol touristique, et il ne descendait pas de la voiture, et moi j'ai attendu. Et puis quand il est descendu, à un moment il fallait qu'il descende, il est descendu, je lui ai dit voilà, je viens vous voir monsieur le procureur, parce qu'il y a une dame qui est vraiment dans une situation inexplicable, est-ce que vous pourriez l'aider? Vous savez comment on appelle ça? Non-assistance à personne en danger ou non-assistance à personne vulnérable. Parce que elle vivait vraiment un calvaire. On m'a dit oui, on va s'occuper du dossier et tout. Et il n'y a pas longtemps, on a aujourd'hui Madame Clarisse Taron, pour qui j'ai demandé 2 ou 3 fois, ok, ça fait peut-être 1 an que Madame Taron est là, 1 an et demi. J'ai demandé un rendez-vous à Madame Clarisse Taron en disant, en urgence, j'aimerais rencontrer ce procureur pour parler du cas de cette dame, pour qu'elle puisse venir sur place. On appelle ça du juge de proximité, c'est-à-dire que j'ai vu ça, c'est M. Chirac qui a mis ça à l'époque, il faut que je recherche. Les juges de proximité, c'est-à-dire que le juge se déplace sur place en fonction du dossier. Eh bien, de Madame Taron, j'attends toujours. Et, comment dirais-je, la greffière m'a dit, oui, je crois que pour cette dame, elle a été mise sous tutelle, bon, c'est fini, écoutez, le dossier est terminé. Ah bon, je suis pas au courant. Et puis là, il n'y a pas longtemps, on m'a dit qu'on l'avait interné. C'est vrai que j'étais dans des galères, je n'ai pas pu encore aller voir. J'ai reçu un courrier il n'y a pas longtemps, voilà, elle m'a envoyé un courrier, je vais voir, et voilà les situations. Donc je reviens sur mon dossier, on a gagné des décisions de justice, on les a tous, 1, 2, 3, 4, on a tout gagné, on s'est battu, on a fait annuler un redressement, une liquidation judiciaire, on a ce qu'on appelle un juge, je le dis tout le temps, un monsieur vraiment d'une gentillesse qui m'a dit, est-ce que vous voulez pas qu'on aille sur la médiation? Absolument monsieur le juge, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas contre. Tout ce que je demande, c'est la remise en état. Et aujourd'hui, dans le dossier, les attaques que j'ai de la part de la préfecture, alors qu'il y a une médiation qui a été mise en place, c'est que l'actuel préfet, pour me punir, parce que j'ai manifesté mon mécontentement après 23 ans, eh bien, il a fait supprimer mon badge, là, il n'y a pas longtemps, le 22 du mois de juin 2022. Il a fait supprimer mon badge comme ça, par un message WhatsApp. Tout le monde était sidéré sur l'aéroport, puisque je suis ce qu'on appelle le correspondant sûreté. J'entretiens d'étroites collaborations avec la police, la gendarmerie, les autorités aéroportuaires, puisque bon, j'ai un métier assez sensible. Je travaille avec la diplomatie. Et ce qui s'est passé, c'est que là, il y a une semaine, pourtant j'avais prévenu, dans le cadre de la diplomatie, on a la présidence du Brésil qui est arrivée à Port-de-France. Ça fait 5 ans qu'on travaille avec le gouvernement brésilien. Pour que vous sachiez que les Brésiliens, c'est notamment le vice-président du Brésil, c'est un observateur. Et c'était la 6e fois qu'il passait à Port-de-France parce que le Brésil, avec les vols diplomatiques, je vous explique, c'est pas très compliqué. Nous, notre Martinique est vraiment située à un endroit stratégique dans la Caraïbe qui permet, dans le cadre de notre activité, dans le cadre de notre aéroport, du développement de notre aéroport, pour bon nombre d'avions qui n'ont pas des autonomies pour faire des vols directs de plus de 6 heures, ok,
ils doivent s'arrêter en quelque part. Stratégiquement, notre pays est à la bonne place. Donc on appelle ça des escales techniques. Donc les avions sortent de Rio de Janeiro, ils font 6 heures de vol, ils s'arrêtent à Port-de-France, certains avions je dis, hein. Ils font de l'essence, 30 minutes au sol et ils repartent sur New York, l'ONU et Washington. Le gouvernement brésilien, ils ont découvert la Martinique il y a à peu près 5 ans. Ils ont 38 vols par année, c'est pas seulement les présidents, mais il y a le ministre du commerce, de la communication, et quand ils se déplacent, c'est 10-15 personnes sur des avions privés. Donc le vice-président, il avait ses habitudes, je vais dire qu'il avait ses habitudes parce que je ne sais pas si il reviendra en Martinique. Quand il est arrivé ici à Port-de-France, c'est 30-40 minutes d'escale. 30-40 minutes d'escale, j'ai montré aux camarades, on appelle ça la cloche. On a une cloche et il y a des traiteurs ici qui font des espèces de petites cuisses de poulet comme ça au piment végétarien. Et chaque fois je recevais des messages, le vice-président vient, Félix, s'il vous plaît, vous faites en sorte. Et ces gens-là, quand ils rentraient dans le salon, c'était ça. C'est-à-dire nos produits de la Martinique, c'est-à-dire déguster tout cela. Et puis il y a aussi quelque chose que ces gens font, les diplomates, à l'aéroport. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une petite boutique tenue par un Martiniquais qui vend des bouteilles de rhum, les produits, des épices et tout, j'oublie le nom. Et bien, chaque fois que la diplomatie arrivait, ils vont à l'étage, c'est 400, 500, 600, 700, des fois 800 € d'achat de rhum qui repartent dans le nord parce que nos bouteilles de rhum arrivaient là-bas et étaient dispatchées. Donc, le préfet, il m'a interdit le 22. Il y a ce vol qui arrivait. On a expliqué, on a dit, je le dis haut et fort, c'est la réalité. Parce que quand on a une entreprise, qu'on se bat, on vous demande d'être à jour de vos charges sociales, patati patata, nanana, vous faites ça. Mais quand c'est pour détruire votre boîte, ils sont encore plus faciles en fait. C'est très facile pour certaines administrations, certaines le vice-président est arrivé, je ne pouvais pas aller sur la piste. Il y a eu un incident diplomatique. Écoutez, si j'avais été sur la piste, il n'y aurait jamais eu ça, parce que, comme je l'ai expliqué à la BGTA aux policiers, je ne vous en veux pas à vous, pas du tout. Je ne vous en veux pas. Si j'avais été sur le terrain, il n'y aurait pas eu, puisque vous savez comment on travaille, je viens, on anticipe, on fait ce qu'il faut, il n'y aurait pas eu ce problème. Dès que le préfet, il assume ses responsabilités, il est, je le dis, je n'ai pas peur de le dire, il est, enfin, l'incident est imputé à M. Stanislas Cazel parce que, écoutez, son interdiction de m'empêcher d'aller sur la piste n'est basée sur aucune base légale, c'est-à-dire que je n'ai nullement enfreint aux règles de sûreté de l'aéroport. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, je demande rien d'autre, on appelle ça une remise en état. À une époque, à un moment, c'est-à-dire que l'huissier est venu, le 13 avril 2000, il n'y avait pas de décision de justice. Ils ont essayé, c'est une tentative de la part de la Chambre de commerce, de certaines autorités, de nous expulser. Mais comme dit M. Gabriel Luce, c'est vrai que chez nous, quels que soient les métiers, il y a beaucoup de gens avec des compétences, ça je le sais. Et notre pays, c'est pas la violence, parce que à travers mon métier, je vois beaucoup de communautés qui passent ici. On sait accueillir, on sait aider les gens. Et je vais vous dire que pendant le Covid, c'était une expérience mais vraiment qui m'a marqué. Notre pays, c'était le département où il y avait les seuls vols qui partaient de Port-de-France pour aller à Charles de Gaulle. C'était Air France, Air Caraïbes. Toutes les îles de la Caraïbe, British Airways, Virgin Atlantic, toutes les compagnies européennes avaient cessé les vols. On a vu des communautés, j'ai vu des gens qui passaient ici, qui pleuraient, quelle que soit la communauté. Et nous, on aidait ces gens à passer, on travaillait avec les autorités. Et à l'aéroport, il y a un panneau, c'est marqué Welcome, enfin c'est marqué Bienvenue en Martinique, c'est côté piste. Et toutes ces communautés, justement, étaient heureuses, c'est-à-dire tous les étrangers que je voyais, ils faisaient des photos, ils se mettaient derrière ce panneau avec marqué Bienvenue en Martinique, ils faisaient les photos parce que pour eux, la Martinique, c'était vraiment le pays qui leur permettait de regagner aussi bien, enfin, des pays, ouais, il y avait beaucoup d'étudiants de la communauté indienne qui passaient, des Caribéens qui venaient, qui passaient dans les deux sens. Il y avait des Africains, il y avait même des Anglais qui passaient, parce qu'il faut que vous sachiez que M. Boris Johnson, que vous connaissez, qui était Premier ministre,
un jour, il s'est arrêté ici pendant le Covid, et puis il me dit, ah ouais, vous avez des vols qui passent ici, ils vont où? Ils vont à Charles de Gaulle, monsieur. Et tous les jours, oui, tous les jours. Et lui, il allait à l'île Moustique. Vous avez dû entendre que M. Boris Johnson allait souvent à l'île Moustique. Il a fêté son anniversaire pendant le Covid, on peut le dire, puisque c'est sorti dans la presse. Eh bien, M. Boris Johnson, son avion s'est posé ici. Il est resté à peu près 2-3 heures parce qu'il y avait un problème de parking. Eh bien, lui, il a ramené toute la communauté des Anglais qui étaient à Saint-Vincent dans les îles anglaises. Ils ont permis, il a fait en sorte que ces gens-là utilisent nos compagnies ici, locales, c'est-à-dire d'avions taxis. Les gens venaient de Saint-Vincent, Bécoué, Canouane, Moustique, à Fort-de-France, transitaient, reprenaient les vols sur Paris pour aller dans notre pays. On s'est accueillis, on s'est fait plein de choses. Et voilà, donc c'est pour vous dire que on peut faire plein de choses dans notre pays. On ne va pas céder à la violence institutionnelle. Je parle beaucoup, il y a tellement de choses à dire, mais c'était un plaisir pour moi de partager. Et puis, voilà. Voilà. Je t'en prie, oui. Comment tu as géré ça financièrement? Ah, financièrement, vous savez, on a beaucoup de... Des fois, les compagnies françaises ne vous font pas confiance, mais les étrangers, ils vous jugent sur votre travail, et, votre efficacité, votre rigueur. Surtout, l'efficacité, la réactivité, je cherche la réactivité. Et c'est ce que j'essaie de transmettre à tous ceux qui viennent travailler chez nous, et surtout les jeunes, la réactivité. Et des fois, tu n'as pas besoin de beaucoup, mais tu gagnes sur la quantité, c'est-à-dire que les clients étrangers, parce que ce que j'ai découvert aussi, c'est que la Martinique attire beaucoup de gens sur le plan business, sur le plan hospitalier. J'avais oublié de vous dire aussi que notre pays, pendant le Covid, il y avait ce qu'on appelait les vols air ambulance. Ça, tout le monde doit le savoir. Et Fort-de-France, justement, tout en restant, c'est-à-dire dans un circuit bien géré par les soignants. Donc il y a beaucoup de air ambulance qui venaient. Et voilà, ça nous a permis de survivre. Toujours, je dis bien, en travaillant en étroite collaboration avec les services de l'État, c'est-à-dire la police, les gendarmes, les autorités aéroportuaires, parce que bon, des fois on était surveillés, mais je dis que nous on faisait ce qu'on appelle du public relation. Et le public relation, justement, fait que on peut développer notre île. Et puis on a tellement de richesses, ne serait-ce que ici, je regarde, j'étais assis un instant, je regardais les pitons derrière, et puis on est dans la Caraïbe. Voilà, je regardais ça parce que bon, il y avait un petit vent qui passait, et je sais que des fois je me promène dans notre pays, je regarde à droite à gauche, le pays est génial, Martinique c'est vraiment un bel pays, et puis on est surtout dans un espace qui s'appelle la Caraïbe, et les étrangers quand ils viennent ici, sur les avions privés, des fois, on est au pied de l'avion, ils attendent 10, 15, 20 minutes. Des fois, on se demande, mais non, je sais maintenant, je sais. Mais ils regardent et tout. Ça dépend de l'heure à laquelle ils partent. Ils regardent, ils regardent, ils regardent. Et puis, il y en a beaucoup qui me disent, vous avez de la chance d'habiter ici. Parce que eux, avant de remonter dans leur avion, pour pouvoir retourner en Europe, ils me disent que vous avez de la chance d'habiter ici. Et voilà, c'est ça la richesse de notre pays. Et puis les gens que nous sommes, c'est-à-dire que nous faisons avancer dans nos activités, quelle que soit l'activité, on fait avancer le pays et nous ne sommes pas la violence. Voilà, ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir accordé cette petite minute. Je sais que je parle beaucoup, mais bon, il y a tellement de choses à raconter. Voilà, merci beaucoup. Merci. Singa, balade après ça, c'est vous qui gérez. Pour la suite, alors. N'est-ce pas, vous cherchez. Merci, Jean-François. Oui, mais il va te donner la parole. Quoi, merci, mais bien sûr. C'est le comité 13 janvier au parc de Tivoli à Fort-de-France, sur la route de Balata. Mais qui délivre, on a dit délivre, oui, très beau talent. Des livres comme on ne peut pas comprendre pour qui ça. Là, ça dit c'est mon maman, il faut que je dise ça, pour une quantité de connaissance, pour une puisse ça frapper en la règle, mais c'est pas évident. Et donc, il a une belle chemise, c'est vrai. Il a fait. Ouais, c'est ça. Bon, tu as le micro. Alors, je vais passer le micro à Nkidi qui va nous donner un petit point sur la justice, c'est ça encore?
Et puis après, Nkidi de Noumatiniché, il est membre du comité 13 janvier. Qui va pour nous, le docteur ancien pilote d'avion, qui va pour nous expliquer dans le monde Bel-Air les similitudes après toutes ces études qu'elle a faites, pour pouvoir nous expliquer le bien fondé du Bel-Air, les choses qu'elle a retrouvées de l'Égypte antique, en similitude avec cette histoire de Bel-Air. Et je pense que ça peut être intéressant. Et puis, il y a Polo Athanase qui est là, avec son sac sous ses bras. Et donc, il y a Pape Slami qui est arrivé également. Donc, je pense que nous allons pouvoir clôturer cela avec dans un bon petit moment de détente et d'échange. D'accord, mes amis? Et puis, il y a Nayama qui est là aussi. Il y a le Barida Bichak, je n'ai pas retenu son prénom. Il y a elle. Il faut qu'on écoute aussi également son morceau. Et puis, il y a normalement Linda qui doit arriver. D'accord, de Tamboubo Canal pour l'initiation. Donc après la séance de Vaïti, nous allons rentrer dans un moment d'initiation à partir du Bel-Air, du tibois, du tambour, du chant et de la danse. Et Konlambi aussi, bien sûr. Pardon? Avant le concours aéronautique, on va le continuer. Moi, je sais, en tout cas, je vous ai dit, pour ça qui passe jamais la Martinique d'en haut, eh bien, moi, j'ai gagné. J'ai gagné. Et donc, je vais aller voir la Martinique d'en haut avec Jess Aviation Service. Et je suis ravi. Alors, sport parti, ça qui les gagne encore. D'accord? Il y a des plages. Je n'en parle pas. Hein, si tu as envie de. Tu as déjà vu la Martinique d'en haut? C'est toi? Non, pas encore. Eh bien, reste là, tu vois, si tu gagnes un petit vol, il reste 10 places. Il reste 10 places à gagner. D'accord? Donc, au bon entendeur, ça, toi aussi, à Bichak, il reste 10 places. Donc, tout à l'heure, on va relancer le concours pour pouvoir animer l'affaire. Il reste 10 places à gagner pour le baptême de l'air avec Jet Aviation Service. Une force spirituelle. Depuis ce moment-là, ouais, mon nation, Razmot, nous en battent. Depuis ouais spirituel, nous avons dit non, c'est l'église. Nous ne pas tout. Ça me dit, c'est un sous-partie, introduction, c'est avocat. Qui a dit qu'il y a un vote de répression vraiment féroce qui a défait l'école à sous les Martiniquais, les Guadeloupéens, etc. Pour moi, c'est une répression d'État qui est organisée par le nouvel ordre mondial. Faut que les Martiniquais. Eh, madame, c'est bon, moi, parler, madame. Oui. Donc, c'est pas nous tous qui là. Alors, excusez-moi. Donc, moi, je dis comme ça, il faut que Martiniquais, il change. C'est un citoyen, il faut qu'il mette en tant qu'un citoyen d'État et pas accepter le nouvel ordre mondial là. Monsieur Cazel, eh bien, sans l'exemple, et puis Félix, Jean-François, et puis Jet Aviation Service. Monsieur, nous prend portable, et puis il a arrêté l'activité Bougla. Mais quand on voit ça, pas de procédure administrative, pas de procédure judiciaire, ou quand on a arrêté Bougla et puis un portable. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est pire qu'une colonie. C'est-à-dire que nous sommes dans le nouvel ordre mondial. Un pays de non-droit, comme dit madame. Heureusement, je t'avais dit de m'écouter, Doudou. Voilà. Bon, d'accord. Donc, ça m'en l'a dit, camarades, Martiniquais puis Martiniquaises. Il faut que nous changions manière de ouais nous. Jeudi jour, il faut éliminer nous. Les riches nous réussissent, ils sont obligés de partir. À présent, ces jeunes mamans noirs, ils n'ont pas qu'à faire. Ils ont crié ça, le dépeuplement. Et puis, deuxièmement, démographie a diminué. Et puis, démographie coloniale a augmenté. Blanc a venu ici à maman. C'est-à-dire que nous devons faire transmutation en paix nous-mêmes. Et puis, nous ne pouvons pas dire rien. Et puis, il y a l'autre bagaille que je dis que c'est commandant, pas content. Nous, nous venons des blancs pour noirs. Nous intégrer imaginaire blanc. C'est ce qu'on a créé la blanchité, la blanchitude. Considérer, nous forcer l'histoire nous. C'est-à-dire qu'il faut que nous retournions à négritude nous, à camité nous. Il faut que nous vivions, et seulement, à un moment là, nous prenons des décisions et puis que nous, on nous pas vendre, pas vendre nous. À présent, c'est madame là, c'est lycéen, il y a des chariots qui sont dans le centre commercial. Et puis, au fur et à mesure qu'on a un côté, puis chariot, il y a vite chariots pendant qu'il y a transporté. Là, nous allons, il faut que nous prenions travail. Il faut que nous continuions, répandre rapport nous, laborieux et puis théâtre.
Après, on prend un jeune maman, il passe à parler par les Ikea. Il a juste brodé bas. Non, il faut que nous reprenons nous, il faut que nous reprenons le travail là, parce que ce Bougla est en train de prendre pays en l'air. Et l'exemple de Félix Jean-François, Jet Aviation Service, c'est un exemple patent. C'est-à-dire que Bougla nous téléphonait, il n'a pas téléphoné, pièce souveraineté administrative, il demandait à annuler par ce Bougla, et puis terminer. Ouais. Donc, ça m'a adhéré à ça, avertissement les avocats. Mais il faut que nous-mêmes, nous prenions une décision. Il ne faut pas nous spectateurs de destruction, nous, de dépeuplement martiniquais. Merci beaucoup. Merci à Charles. Bravo. Nkidi. Nous Martiniquais. Ton énergie et chercher. Alors, maman, il a demandé de vous accueillir mon Haïti. On s'appelle Nian maman ici à Cadence Belay. Nian maman qui aime Belay. Bah, mais d'accueillir mon bon et puis un humour qui était très corsé. M'a dit ouais, Haïti pour venir nous avons organisé, hein, comme on disait, nous dit des imprévus. Il m'a pas c'est pour qui dit pas aimer Belay. M'a dit non, m'a pas jamais dit m'a pas aimer Belay. Les moi entré Martinique, parce que mon maman qui vivait en France, toute jeunesse loin. Les moi entré Martinique, on découvert Belay, on trouvé ça formidable. Mais m'a arrêté aller dans la ronde Belay. C'est là que j'ai senti tout dysfonctionnement du système Martiniquais entre Martiniquais, you know. À savoir, m'a parlé tant petit bras tête à là, m'a parlé tant bouillé à là, m'a parlé dans cette à la ronde moins, m'a parlé en celle, comment dire ça, m'a crié ça. En celle qui ça? Travail lynch là, justement. D'accord? Qui a fonctionné, voilà. Donc, c'est pas ça fait que moi pas aimé Belay, m'a découvert Belay, en tout cas, l'IFAS, Musipro, et puis Etienne Jean-Baptiste. D'accord? Mais je suis allé à l'intérieur, je dit non, mon bien, Doudou m'enfant, mon zé Marie-Jeanne Diaka, ni tout ça. Mais oh là, laissez les esclaves là, parce que c'est de là ça net. Ils ne sont pas esclaves. Enfin, oh là, c'est mon bail là, peuple nous qu'on prend, et puis qu'on est obligé de venir ici à travailler terre là. Et qu'on est esclavagisé, et qu'on est exploité. Pas de pièces moment de révolte, la ligne claire, pas de pièces morceaux qui te permettent de se mettre ces moments là, joke dans la radio, pour faire ça. Vous comprenez ça, ma radio là? Donc, moi, bon, et puis ça fait Doudou m'enfant, et puis mon zé Marie-Jeanne Diaka, parce que c'est pas rien, ça apporte ma peuple noir, vous êtes capable de tout le temps, nous jouer tout, nous, pas qu'à respecter nous, les pièces là, non? Donc, on dit ça, m'en dit aussi. Alors, je vais couper le direct, je vais le reprendre, comme ça, le direct ne sera pas trop long en vidéo. Je reprends le direct tout de suite, c'est juste pour que la vidéo ne soit pas trop longue, pour que nous puissions écouter Vaïti.